Le thème de la confiance, alors la confiance en politique, en économie, entre nous, entre les générations, mais aussi la confiance en la philosophie avec les philosophes. Et nous recevons Pierre-Henri Tavoilot. Bonjour Pierre-Henri. Que disent les philosophes sur la confiance? Est-ce que c'est un mot qui revient régulièrement, qui est revenu dans le temps, ou est-ce que la confiance est quelque chose qui est complètement ignoré dans l'univers de la philosophie? Non, c'est une thématique majeure, mais je crois qu'il faut vraiment bien distinguer les grandes périodes. Pendant toute une première période de l'histoire de la philosophie, la confiance était reliée à quelque chose de supérieur à l'homme. Ça pouvait être le passé, on avait confiance envers le passé, donc il fallait imiter le passé. Ça pouvait être la nature, mais conçue comme cosmos, c'est pas la nature des écologiques. Comprendre d'où l'on vient, qui on est. Comprendre d'où l'on vient, mais aussi considérer que la nature est un ordre parfaitement harmonieux et que la meilleure manière de vivre, c'est justement d'imiter cet ordre. Et puis la troisième faculté de confiance, c'est évidemment le divin. On fait foi en Dieu, et pendant très longtemps, effectivement, les philosophes étaient des philosophes religieux, et notamment chrétiens. Tout change avec la modernité, et j'allais dire le geste de Descartes est vraiment le premier geste, d'une crise de confiance. C'est très simple, Descartes se dit j'ai appris beaucoup de choses, je ne sais pas si c'est certain, si c'est sûr, parce que les choses que j'ai apprises sont très contradictoires. Donc du coup la démarche de Descartes, c'est de dire je vais douter jusqu'à ce que je trouve quelque chose de solide. Alors il doute de l'existence, de soi, de Dieu, du monde. Et il dit, oui, je peux en douter. Peut-être que Dieu n'existe pas, peut-être que le monde n'existe pas, peut-être que je n'existe pas. Mais il y a une chose que je ne peux pas remettre en doute, c'est que je doute. Si je doute, je pense, et si je pense... Finalement, le doute, c'est aussi une forme de confiance. Le doute, c'est une forme de confiance, mais en même temps, on pourrait dire que la modernité est par nature crise de confiance. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer. C'est la modernité, la démocratie, c'est une crise de confiance. Vous voyez, aujourd'hui, on fait l'éloge de l'esprit critique. Mais qu'est-ce que l'esprit critique? C'est un esprit de défiance. Donc nous sommes dans une situation... Lorsque l'on doute de quelqu'un, des paroles de quelqu'un, ce n'est pas forcément un manque de confiance. Non, c'est de la défiance, c'est pas de la méfiance. La méfiance, c'est celui qui doute de tout le temps. C'est invivable, on ne peut pas. Mais lorsque l'on dit maintenant, Pierre-Henri Tavoilot, que les citoyens doutent de la confiance de leurs dirigeants, défient leurs dirigeants, sont même en sécession, comme a dit Axel Kahn hier, dans le cadre d'un des débats ici, vis-à-vis de la classe politique, est-ce que c'est un manque de confiance ou est-ce que c'est une volonté de dire que ce personnel à qui on confie finalement notre destin, la gestion de la cité, n'est pas à la hauteur et donc, à ce moment-là, on préfère se retirer et puis gérer plutôt la confiance autour de soi, autour de sa famille, autour de son environnement proche? Je ne pense pas que ce soit la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation de défiance. C'est-à-dire, on hésite avant de donner son vote, on hésite avant de donner même son aval à une connaissance. On estime, à juste titre, que d'abord, il faut examiner les choses. Donc c'est une défiance légitime. Toute la question et tout l'enjeu, c'est de savoir si cette défiance doit être limitée ou est-ce qu'elle nous empêche de vivre? C'est ça le problème finalement. Quel est le degré de méfiance? Et aujourd'hui, la grande difficulté, c'est que nous sommes face à une sorte de saturation d'informations par rapport à l'époque de Descartes où, un homme pouvait arriver à connaître l'ensemble du savoir. Aujourd'hui, on est obligé, chacun d'entre nous, d'avoir une vision du monde, d'avoir des avis sur tout. Et donc, on est un peu tétanisé. D'où la séduction, par exemple, de théories simples qui nous permettent, à moindre coût, d'avoir une vision du monde globale. Par exemple, le complotisme. Il y a quelque part des gens qui tiennent tout dans le... Ça nous rassure. Ça nous rassure, la peur nous rassure. C'est quelque chose de très fort. C'est le fait d'avoir peur, le fait de dire que tout va mal, nous permet d'expliquer le monde. Alors certes, c'est inquiétant, mais c'est rassurant parce que ça permet de rassembler des connaissances, et ça c'est très très puissant. Alors face à ça, le remède, si je puis dire, c'est effectivement de faire encore un effort supplémentaire par rapport à l'époque des Lumières où on disait il suffisait de savoir pour être libre et pour être heureux. Eh bien il faut faire un effort supplémentaire en tant que citoyen pour dire préférons les choses un peu plus complexes, un peu plus nuancées aux choses simplistes. Mais est-ce qu'on a le temps de cette réflexion aujourd'hui dans une atmosphère, un tempo qui n'est pas le même selon que l'on soit politique, administratif, citoyen, jeune, enseignant? Comment on arrive à mettre tout ça dans la même dynamique pour finalement trouver pas une harmonie, mais en tous les cas
au moins une synergie possible pour aller sur un mode ou un modèle un peu commun. C'est exactement l'enjeu, c'est-à-dire qu'on est confronté à une foultitude d'informations qu'il faudrait toutes vérifier, sur lesquelles il faudrait tout travailler. Moi, en tant qu'intellectuel, je suis ébahi du fait qu'effectivement, je n'arrive plus à faire face à tout ça. Donc, peut-être arriver à hiérarchiser, c'est-à-dire il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont secondaires. Arriver à transmettre d'ailleurs aux étudiants cette faculté de hiérarchisation. Et de ce point de vue-là, plus que les savoirs techniques, les savoirs des humanités classiques sont très performants. Je dis vraiment en termes même un peu vulgaires, très performants parce que les connaissances techniques changent, sont très vite obsolètes. Les connaissances plus essentielles permettent de construire les autres. Aujourd'hui, dans les discours que nous avons sous la main, les discours de confiance, on a dit, voilà, l'objectif de la politique, c'est de faire baisser le chômage. C'est très pauvre, c'est très pauvre. C'est des choses sur lesquelles on ne reviendra pas peut-être dans 50 ans. Non, ça ne marquera pas l'objectif de la politique, c'est la repentance. Oui. On a été pas sage dans le passé. Oui. L'objectif de la politique, c'est la restriction. Refermons-nous sur nous. Mais en même temps, ça répond parfois, des fois, à des objectifs pragmatiques, clairs, palpables. Oui, mais justement, c'est impossible. Parce que l'homme ne vit pas avec des objectifs clairs et palpables. Il vit avec des projections, avec un récit qui part d'avant, qui conduit devant, qui le chômeur oriente. qui n'a pas de... Je ne crois pas. Je pense que le chômeur, celui qui... C'est pas simplement de se dire j'ai pas de travail, c'est de se dire quel est le sens de ma vie. Enfin, bon Dieu, c'est ça le problème. Et effectivement, le chômage peut être une crise ponctuelle, mais c'est pas ça qui est la clé. La clé, c'est effectivement l'avenir. Vous avez parlé, Pierre-Henri Tavoileau, vous êtes enseignant à la Sorbonne, vous avez parlé de vos étudiants. Quel état d'esprit ont-ils aujourd'hui, cette jeunesse finalement, à qui on va confier la société dans quelques années? Est-ce que vous les percevez, vous les ressentez comme des jeunes qui vont de toute façon faire face à l'incertitude avec les enseignements que vous leur délivrez, vous et donc tout le corps enseignant? Ou est-ce que vous vous dites, ils se débrouilleront comme se sont débrouillés les générations précédentes avec ce qu'ils ont trouvé quand ils ont ouvert la porte? Je pense qu'il faut faire confiance à la jeunesse. Effectivement, notre rôle d'adulte, d'enseignant, c'est de transmettre. Après, cette transmission, ils en feront ce qu'ils en feront. Donc je pense qu'il ne faut pas trop imposer de choses. Mais moi, ce qui me frappe, effectivement, c'est, disons, la baisse, l'affaiblissement idéologique. Et contrairement à ce que beaucoup disent, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le prêt-à-penser, les discours structurés, prémâchés, ne fonctionnent plus. On n'a plus, auprès du public que j'ai, cette idée que voilà, il y a des grandes castes, des grandes catégories de pensée, et on sent que chacun réfléchit, analyse, fait son propre travail, et il sait aussi que les réponses ultimes, ça n'existe pas. Ils sont cartésiens et c'est finalement une très bonne nouvelle. Donc je suis de ce point de vue-là très optimiste. Merci beaucoup Pierre-Henri Tavoileau d'être passé dans ce studio en descendant de la table ronde et notamment puisque vous êtes quelqu'un de très impliqué dans les rencontres de Cannes. On vous retrouvera dans quelques instants justement pour la conclusion de ce week-end autour de la confiance sur cette 12e édition des rencontres de Cannes. Merci.